Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Donc vous le voyez, on a les deux nouvelles sorties pour Warhammer Undrewar Nightvault avec les gardiens d'Iltari et les profiteurs de Sundrake. Donc comme je savais pas par lequel commencer, eh bien je vous ai fait participer. Alors ça a été très serré parce que il y a eu 405 personnes qui ont voté. Le compteur de YouTube le met à 50-50. Donc si vous n'avez pas été prévenu, activez votre petite cloche sur la notification. Donc pour les abonnés, vous avez la possibilité de voter. Et puis je vous demandais, est-ce que vous voulez qu'on fasse les profiteurs en premier ou d'abord les gardiens? Donc c'est 50-50, mais la barre est un tout petit peu plus grande pour les profiteurs de Sundrake. Du coup, on commence par eux. Alors le petit tour de la boîte assez traditionnel, toujours sur le côté une petite présentation. Je commence à m'y faire, donc du coup je trouve ça, ça me kiffe moins que ce que c'était au début. Au début je trouvais que c'était vraiment super bien fait. Après je pense que là ça me fait un peu moins l'effet waouh. Je pense que c'est parce que je m'habitue au fur et à mesure. On reste toujours sur la même façon de faire. Après il y a peut-être le schéma de couleur aussi des cardons qui est un petit peu terne, mais vous allez voir, ce qu'on va voir à l'intérieur, ça va vite rattraper le tout. Alors première surprise déjà, c'est la couleur de la grappe parce qu'elle a une teinte qui est un petit peu métallisée. Alors avec mes lumières, j'avoue que j'ai du mal à la rendre telle qu'elle, telle que de visu évidemment quand on le sort de la boîte, mais il y a un petit effet, alors j'essaie de vous le mettre, en fait c'est entre le doré, entre l'argenté, c'est pas jaune, c'est une sorte de gris. Après, j'ai essayé de voir, on a des petits reflets un petit peu qui brillent, un petit peu métalliques, mais pourtant il n'y a pas de paillettes métalliques à l'intérieur, ou tout du moins je les ai pas vues telles quelles, mais c'est un aspect qui est assez étrange en fait, c'est ébrillant parce que c'est du plastique, donc du coup vous voyez, mais en même temps ça reste une teinte qui est, à mon avis, pas métallisée. Voilà, donc il n'y a pas de petites paillettes, mais franchement, c'est plutôt bien réussi. Et voilà, je pense qu'on peut passer peut-être directement un petit lavis. Je pense que c'est aussi une piste pour, vous savez, si vous avez vu la vidéo Plusieurs nuances de gris. Je ne parle pas du film, je vous parle de la vidéo faite par Games Workshop où Games annonce que bientôt plus personne n'aura de figurines totalement grises. Je pense qu'en fait l'idée elle est là, c'est que simplement ils vont faire plusieurs petites grappes comme ça directement teintées dans la masse avec différentes couleurs, et puis simplement si vous avez, vous voyez, on peut imaginer ça c'est gris, le bras il est dans une teinte je sais pas violette, et puis quand vous les clipsez ensemble du coup ça vous fait une figurine un peu comme un Kinder Surprise où vous avez différentes couleurs. Je pense que c'est ça l'idée. Après il faut essayer, mais j'imagine qu'avec un petit lavis il y a aussi moyen de directement faire quelque chose d'assez rapide et puis d'assez joli. Puis après, c'est pas quelque chose de fou parce que c'est quelque chose qu'on voit sur les maquettes japonaises, sur tout ce qui est Gundam, etc. Donc il n'y a aucune raison que ça, pour un géant comme Games Workshop, ça puisse ne pas être fait. Alors, en ce qui concerne les figurines, là, je pense qu'on est sur toujours la même finesse, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça, très joli, toujours très fin, très mécanique. Évidemment, c'est du Caradron Overlord. Le découpage, bon, somme toute toujours un petit peu original, mais moins que ce qu'on a pu voir avec certaines figurines, je pense. Moins qu'avec les Sylvanettes, où là ça va être encore un petit peu plus prononcé, je pense. Donc voilà. Si vous voulez voir les figurines, n'hésitez pas à aller sur le site de Games. Alors comme je sais que vous aimez le fluff, eh bien je vous laisse le petit blabla. Voilà, vous faites pause, vous le lisez, comme ça moi je gagne du temps, voilà. Parce que vous savez que sur ce genre de vidéo, il y a beaucoup de cartes, 60 cartes. Donc si je passe quelques secondes par carte, ça fait vite des vidéos qui durent beaucoup trop longtemps. Alors le chef, Bjorgen Sundrake, avec son atomiseur atmosphérique. Donc là, 3 de distance, très bien, 2 de marteau, c'est pas mal pour du tir, avec un dommage. L'instrument lourd, donc là, je trouve ça marrant en fait, la différence en fait de dénomination entre l'arme de tir, qui est très technologique, et puis l'arme pour frapper au close, qui est beaucoup plus simple, instrument lourd. Donc voilà, alors 2 de mouvement, c'est du nain, on a l'habitude, 1 de défense en bouclier, 4 de points de vie.
Alors, vous voyez, là déjà, première chose, on n'a pas de case jaune d'exaltation. Donc, comment on va s'exalter? C'est avec la règle promotion. Chaque fois que vous marquez un objectif, et si ce combattant est sur le champ de bataille, vous pouvez choisir d'exalter un combattant ami. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, c'est à tester en partie, mais sur un deck très rapide, avec beaucoup de cartes, évidemment, vous marquez immédiatement les points. Vous pouvez exalter assez facilement, comme ça, les combattants, et puis surtout exalter le bon combattant, c'est-à-dire celui que vous avez envie. Le petit revers de la médaille, c'est qu'une fois que vous avez perdu votre chef, et bien du coup, vous pouvez plus du tout exalter votre bande. Sauf bien sûr moyennant des petites cartes, mais bon, c'est un petit peu compliqué de jouer des cartes exprès pour. Alors, réaction, deuxième capacité, à utiliser après l'activation de ce combattant. À la prochaine activation, les combattants ennemis comptent les cases adjacentes à ce combattant, sauf les cases bloquées, comme fatales. Donc du coup, ça peut être très sympathique si vous faites une charge ou un mouvement, que vous arrivez chez l'adversaire, et bien si... ou alors même pour pas vous faire charger, alors ça c'est plutôt une capacité anti-charge, parce que bien sûr, vous avez vu les stats, hein, autant faire du tir plutôt que d'arriver au corps à corps, enfin sauf si bien sûr on a des améliorations, mais autant qu'il reste un petit peu loin, et ça c'est une bonne capacité défensive, parce que vous l'activez, vous pouvez faire simplement un tir, et si l'adversaire vient vous charger, déjà de base il va se prendre une petite bastos. Alors, une fois exalté, il profite vraiment de l'exaltation, parce que déjà il gagne une case de mouvement, surtout un dé de défense en plus, un point de vie en plus, et puis il gagne les capacités fracassant et 2 dommages sur l'atomiseur, alors que l'instrument lourd, lui, par contre, ne change pas. Et on a toujours la même réaction. Donc voilà, plutôt voué à harceler l'ennemi. Ensuite, Henrik Ironhail, donc 3 de distance, 3 dés, c'est pas mal, parce que même si c'est des épées, c'est moins fort que les marteaux, mais quand vous envoyez 3 dés, vous avez de bonnes chances de faire des critiques, donc ça c'est toujours sympa. Le petit recul 1, qui est toujours bon à prendre, et puis par contre là, vous voyez, c'est très très faible, c'est les lignes de stats les plus faibles hein, qu'on ait, hein, donc c'est-à-dire 2 de mouvement, 1 d'esquive, et puis 2 points de vie, simplement. Si il reçoit sa promotion, voilà, il va passer à 4 dés, donc là c'est quand même plutôt pas mal. Bon, on a toujours le que 1 dommage, le 1 mouvement en plus, et puis voilà, niveau point de vie, il a gagné aussi un point de vie, donc ça c'est une capacité qu'on trouvait aussi chez d'autres bandes qui étaient plutôt sur Shadespire, mais là on le retrouve ici, c'est plutôt pas mal, hein. Donc hop, voilà. Ensuite, Garrod Allensen, donc il a un tranchoir, tout simplement, donc 2 marteaux pour 1, voilà. Vous voyez, on n'est pas dans des grosses capacités de dommages, donc on sent que ça va être plutôt du harcèlement, voire ne pas jouer sur la poutre, et puis jouer plutôt les objectifs, on va le voir avec les cartes, et ensuite le pistolet de corsaire qui tire à 3, avec 2 dés pour 1 dommage. Là aussi, la ligne les plus basses possibles, 2 pour 1 d'esquive, et puis s'il y a peut-être des squeaks qui sont encore plus faibles, mais enfin, vous voyez, c'est pas la panacée. Ensuite, quand il est exalté, toujours les améliorations. Alors là, par contre, ce qui change un petit peu, vous voyez, il passe de 1 d'esquive à 1 en bouclier. Donc ça peut être un petit peu perturbant, parce que si vous êtes habitué au personnage, vous dites, tiens, il faut bien penser que sa capacité change une fois exalté. Et puis, bien sûr, il va gagner, donc là, le petit dé en plus en attaque, et puis le petit dommage en plus pour son arme de corps à corps. Voilà, tout simplement. Ensuite, Krasgan Draxweaver. Donc Stratopic à 2 de distance, donc ça c'est pas mal. On voit que c'est des unités d'harcèlement quand même, hein, parce qu'ils ont même cette capacité qui est censée être une arme de corps à corps, il a quand même de la portée 2, 2 marteaux et puis 2 dommages. Et puis le petit pistolet aussi, volcaniseur, 3 de distance de 1. Lui par contre il bouge beaucoup plus vite, pourquoi? Parce qu'il a déjà le petit ballon atmosphérique au-dessus de lui. Et puis 4 de mouvement, 1 de défense, 3 points de vie. Et puis oui, la capacité spéciale, un tel les fantômes, ce combattant contre les cases fatales comme les cases normales et peut se déplacer à travers les cases occupées. Mais il ne peut pas terminer son mouvement dans une case occupée. Et une fois exalté, voilà, 4 de points de vie, 4 de mouvement, ça par contre ça évolue pas. Et puis après par contre il gagne le dommage qui va bien. Donc là ça commence à être pas mal, parce que c'est le seul qui peut mettre, on va dire naturellement, 3 dommages directement. Et ça va être nécessaire, hein, je pense, hein, pour commencer à créer un petit peu du danger pour l'adversaire, parce que c'est pas avec des petits coups de pistolet à 1 que... Enfin, s'il vous faut, si un gars a 4 points de vie, il vous faut 4 phases, 4 coups de pistolet. Donc voilà. Et le dernier combattant, Lune Deadeye. Donc lui qui a un fusil éthermatique, donc 3 de distance, 2 pour fracassant et 1. Donc voilà. Là c'est un gros canon, mais ça envoie pas trop du bois. Après, il faut l'améliorer. On sait qu'il n'y a pas trop d'amélioration. Les améliorations de dégâts, en général, c'est sur les armes qui ont une portée de 1 ou 2. Donc ça ne marchera pas sur les armes de tir, comme ça. Ça sera plus du harass, là, évidemment. Et puis, une fois exalté,
3 de 2, fracassant, donc là déjà ça commence à parler plus, il gagne son petit point de vie, le petit point de mouvement en plus, et puis voilà. Donc une bande qui à mon avis va pas trop jouer la poutre, ou alors vraiment le harcèlement. Après, comme ils sont plus nombreux, si on les compare par rapport au Stormcast avec la bande à Eagle Eye, ils peuvent peut-être harceler encore un petit peu plus l'adversaire. Après ils vont peut-être manquer un petit peu de mobilité, mais bon voilà, ça aussi ce sera à voir en partie. Alors ensuite on est parti pour les cartes spécifiques à la bande, et puis je vous mets le raccourci vers les cartes génériques directement, comme ça si ça vous intéresse pas, vous passez directement. Alors plus 1 dégâts à la première action d'attaque d'une portée de 1 ou 2 effectuée par un combattant ami à la prochaine activation, du très classique. Gaz toxique. Alors ça c'est pas mal, là c'est une carte qui change un petit peu. Choisissez un combattant ennemi et il doit choisir entre subir un dégât ou subir de votre part une poussée d'une ou 2 cases. Donc là c'est une carte qui peut être assez intéressante. Après je me dis, est-ce que vraiment elle a du potentiel ou pas? Parce que des fois vous allez avoir envie d'infliger un dommage, sauf que du coup l'adversaire va choisir une poussée, et si vous avez envie de le pousser, l'adversaire va choisir un dommage. Donc au final, étant donné qu'on n'a pas vraiment le choix et que c'est l'adversaire qui doit choisir, je me dis il y a du potentiel, mais au final est-ce que l'adversaire va pas toujours choisir évidemment il va toujours choisir ce qui l'arrange et pas ce pourquoi vous avez envie d'avoir cette carte là, parce que sinon sur le papier cette carte elle est assez polyvalente, parce que pour une seule carte tactique vous avez et la possibilité de mettre un dommage et la possibilité de pousser. Mais bon, comme c'est l'adversaire qui choisit, j'ai quand même un petit doute. Donc choisissez un combattant ami et poussez-le d'une ou 2 cases, de façon à ce qu'il soit adjacent à votre leader. Donc ça peut être pas mal, parce que on a vu qu'il y avait pas mal de... Enfin, non, on n'a pas vu encore, moi je l'ai vu parce que j'ai lu déjà une première fois les cartes. Donc vous verrez qu'il y a des combattants qui bénéficient en fait du soutien, un peu plus que d'habitude. Donc voilà, c'est une carte qui peut être sympa, comme il n'y a pas beaucoup de mouvement, et bien justement on peut contrebalancer un petit peu cette chose-là. Voilà, analyse de la situation, choisissez soit de tirer une carte pouvoir, soit de défausser une carte objectif, puis de piocher une carte objectif. Donc ça c'est une carte pour brasser un petit peu votre deck. Justement c'est bien d'avoir la possibilité de choisir. Je pense que il devrait y avoir beaucoup plus de cartes qui permettent justement de choisir, ça donne beaucoup plus de flexibilité. Ou alors après que ce soit peut-être simplement une capacité des caradrons, mais bon, il n'a que 2, si je dis pas de bêtises, il n'y en a que 2, et j'aurais aimé que ce soit plus développé dans l'armée. Alors ensuite, bombe à retardement. Réaction, après l'action de mouvement d'un Draxseer, donc c'est-à-dire simplement un des personnages, ami qui commence adjacent à un ou plusieurs combattants ennemis, jetez un dé d'attaque sur un marteau ou critique. Ces combattants ennemis subissent chacun un dégât. Donc ça c'est plutôt pas mal, puisqu'ils s'enfuient, et puis après vous jetez un dé, vous avez une chance sur 2 de mettre un petit dommage. Ça peut faire du dommage de zone, c'est quand même assez sympa. Puis en plus c'est une réaction, donc ça peut être facile à déclencher. Ensuite, augmentation éthérique. La première action d'attaque effectuée par un combattant ami gagne plus un dé. Voilà, ça c'est du classique. Isolation atmosphérique, donc ça c'est assez intéressant par contre. Jouez ceci uniquement si vous avez un Sundrick ami survivant. Aucune carte pouvoir ne peut être jouée jusqu'à la fin de la prochaine activation. Voilà, donc ça veut dire que vous la jouez bien sûr à la fin de votre tour, comme ça vous avez pu jouer toutes vos cartes. Après l'adversaire ne pourra pas jouer de cartes, et jusqu'à ce que ce soit de nouveau à vous de jouer. Donc je pense que c'est une carte qui a du potentiel. Après, comme elle est réservée justement au caradron, on la verra pas souvent, mais c'est le genre de choses qui sont assez sympas, une sorte de carte de contre, une sorte de carte de silence. Alors intraitable, les combattants ennemis ne peuvent pas être repoussés à la prochaine activation. Donc ça sous-entend que vous avez envie de rester groupé ou alors d'être sur un objectif, et on verra avec les objectifs qui viennent justement que ça peut être une carte assez intéressante. Position préparée, choisissez un combattant ami qui n'a pas de pion garde, placez un pion garde à côté de lui. Donc ça c'est du classique, on connaît. La carte générique existe déjà, est-ce que vous avez envie d'en jouer une deuxième peut-être? Après il ne faut pas perdre de vue aussi que les cartes que vous avez là permettent aussi de jouer directement si vous n'avez pas accès à l'ensemble des cartes aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a des cartes qui sont refaites. C'est toute la difficulté aussi d'analyse, c'est de s'adresser à la fois aux gens qui n'achèteraient que cette boîte-là ou qui n'auraient que très peu d'accès aux cartes, et d'autres personnes qui au contraire auraient accès à toutes les cartes. Bon. Alors, cherche le stratovaisseau. Choisissez jusqu'à 2 combattants amis, effectuez une action de mouvement avec chacun d'entre eux. Alors attention, vous ne les poussez pas, c'est une action de mouvement, ça veut dire que du coup vous allez mettre un petit marqueur de mouvement. Donc certes on économise des actions, mais il y a quand même le mouvement, donc pas de charge derrière. Après ça peut être sympathique parce que bien sûr vous allez le jouer à la fin du tour de l'adversaire, vous faites bouger 2 de vos guerriers, vous les mettez l'un en soutien de l'autre, on peut imaginer, ou en tenaille, et puis c'est à votre tour, donc vous pouvez frapper, puis refrapper après. Bon, voilà.
Alors, trésorier payeur, donc ça c'est réservé à Tundrick. Vous pouvez relancer un dé lors de chaque jet d'attaque effectué par les combattants amis adjacents à ce combattant. Donc là, on sent que, encore une fois, et je vous le dis, je vous le rabâche, c'est des combattants qui ont tout intérêt à rester groupés ensemble. Donc là, ça peut être bien quand même. Hein. La relance, c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup. Peut-être même, bon, évidemment, on préfère un dé en plus, mais la relance, c'est toujours bon à prendre. Alors, c'est carte d'amélioration qui est réservée à Sundrick. Donc, je vais vous remontrer les capacités de base. Donc, on gagne simplement un petit dé en plus. Par contre, c'est de l'épée. Et puis, on a recul 1. Donc bon, est-ce que j'aurais envie de jouer cette amélioration, sachant que de base, j'ai ces dommages-là qui peuvent déjà repousser. Est-ce qu'on a vraiment envie de repousser 2 ? Bon, franchement, pour moi, c'est non. Donc, c'est pas une carte que je jouerais, que j'aurais envie de jouer. Alors ensuite, Bretter, plus 1 dé aux actions d'attaque de ce combattant, il y a une portée de 1 ou 2. Donc là aussi, vous voulez voir la carte. Donc le voici. Donc évidemment, ça marche pas sur son pistolet, ça marche que sur le tranchoir. Donc ça veut dire pour une distance de 1, il va lancer 3 dés pour ne mettre qu'une attaque qui passe, une blessure. C'est pareil. Est-ce qu'on a vraiment envie de l'orienter sur le corps à corps? Je ne sais pas, je ne pense pas. Bon, voilà, toujours pareil. Je pense que cette carte est un peu faible. Ensuite, munitions éthériques améliorées. Donc là, par contre, on peut la jouer sur 2 personnages. Les actions d'attaque ayant une portée de 3 ou plus sur la carte de ce combattant ont fracassant. C'est toujours sympathique. Par contre, après, voilà, comme ils mettent en général que 1 dommage, c'est exactement la même réflexion pour la carte Bretter. Est-ce que j'ai envie vraiment d'optimiser, on va dire, les dommages à l'adversaire, sachant que c'est une bande qui ne cause pas beaucoup de dommages. Voilà, je pense qu'il vaut mieux jouer en fait sur les forces qu'essayer de compenser en fait les faiblesses. Alors on peut se dire si c'est intéressant de compenser les faiblesses, mais je pense qu'il faut mieux un deck polarisé en fait et partir directement sur les forces et les accentuer pour être vraiment très fort dans un domaine, plutôt que de dire bon on va essayer de faible passer à moyen tout simplement. Voilà, ça c'est plutôt ma philosophie. Ensuite, rechargement rapide. Après sa première action d'attaque avec son fusil rotatif, lors d'un round, ce combattant peut effectuer de nouveau cette action d'attaque. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas obligé de réussir son action d'attaque. Donc ça veut dire que tout simplement, il va tirer 2 fois par tour. Et là, vous dites, bah tiens, c'est quoi déjà sa capacité? Là, voilà. Donc il a recul 1 et surtout il lance 3 dés. Donc 3 dés, il y a des chances de faire un critique. On peut tirer sur la même cible. Hein. Donc là par contre, bien sûr, vous n'allez pas utiliser la capacité de recul. Sauf si vraiment c'est prévu pour. Mais je pense que ça par contre c'est une carte que j'ai envie de jouer. Parce que là on va jouer vraiment sa force. Lui il est vraiment là pour essayer de mitrailler. S'il peut mitrailler 2 fois pour la même action, là par contre je suis assez preneur. Ensuite, portance améliorée, plus 2 en mouvement. Donc, sachant qu'il bouge déjà à 4, ça fait un combattant qui bouge à 6. Ça peut être très très mobile. Et puis en plus, il faut vous rappeler, donc vous voyez, il bouge déjà à 4 et là, il a la capacité de taper à 2. Donc il peut rester derrière ses potes, hein, puis faire du soutien. Donc à voir. Je pense que c'est quand même pas trop mal. Si vous n'avez pas grand chose à jouer, ça peut quand même être pas mal. Alors, riposte violente, là c'est pour l'une. Donc là aussi, vous voulez voir la carte. Donc tout simplement une réaction de riposte. Donc au cours de l'action d'attaque d'un combattant ennemi adjacent qui vise l'une et échoue, ce dernier ne peut pas être repoussé et effectue cette action d'attaque qui doit viser son attaquant. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Après c'est toujours assez dissuasif, donc toujours assez intéressant si vous voulez la jouer. Ça c'est une carte assez défensive, même si elle va mettre des dommages. Elle sous-entend que du coup l'adversaire va hésiter un petit peu avant de venir, donc pourquoi pas. Brophage, alors j'aime bien attention, une consommation excessive peut entraîner une combustion spontanée. Réaction au cours d'une action d'attaque ou d'une manœuvre qui provoque des dégâts à ce combattant, défaussez cette carte et réduisez les dégâts subis de 1 point jusqu'à un minimum de 1. Alors, c'est réservé au Caradron, c'est un petit peu dommage, on le verra dans la prochaine vidéo avec les Sylvanettes, parce que ça aurait été une carte qu'on aurait bien aimé avoir chez les Sylvanettes, mais chez eux, c'est vrai que comme ils n'ont pas beaucoup de points de vie dans un premier temps, bon, ça peut être sympathique. Après, c'est une carte qu'on doit attribuer à un combattant, l'adversaire le sait, donc bon, c'est pareil, je suis pas très partisan. Pouvoir ancestral, plus 1 dégâts aux actions d'attaque de ce combattant ayant une portée de 1 ou 2. Donc ça c'est bien si vraiment vous voulez jouer full dégâts. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 cartes génériques qui permettent déjà de rajouter un dégât. Là, ça veut dire que vous avez un deck où vous avez 3 fois cette carte-là. Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Ensuite, plus 1 en blessure, ça on connaît. Et voilà, on arrive à ce qui me paraît moi assez intéressant, parce que c'est ce qui peut définir complètement la façon de jouer en fait une bande. Donc les actions, enfin les cartes pour gagner des points de victoire. Donc marquez ceci à une phase de fin si vous tenez au moins 3 objectifs.
Donc voilà, ça c'est classique, on la connaît. Ce qui veut dire que si vous jouez ça, vous jouez la domination, vous jouez suprématie, donc plus cette carte-là. Voilà, pourquoi pas. Après, comme on est une bande pas très mobile, ça peut être un petit peu difficile hein, d'aller sur les objectifs. Marquez ceci à une phase de fin si tous les combattants amis sont dans votre territoire et qu'aucun combattant ennemi ne s'y trouve. Donc ça, en mode très défensif, pourquoi pas. Si vous mettez les plateaux en quinconce, vous voyez, genre un petit peu comme ceci, et puis que vous réussissez à créer une zone où l'adversaire a du mal à passer avec quelques peut-être quelques combattants qu'on sacrifie un petit peu pour bloquer le passage. Pourquoi pas. Après, il faut que ça s'inscrive vraiment dans une stratégie globale, hein, parce que je jouais juste cette carte-là. Par contre, ça c'est pas mal. Vivre par et pour le code. Alors, marquez ceci à une phase de fin si vous n'avez défaussé aucune carte objectif à la phase d'action précédente. Et si vous marquez cet objectif, vous ne pouvez défausser aucune carte objectif à cette phase de fin. Ce qui veut dire que c'est quelque chose qui va se résoudre quasiment automatiquement, quelle que soit la situation. Donc, vous avez un point automatique. La seule petite chose à faire, c'est de ne pas avoir défaussé de cartes. Donc on imagine que vous avez optimisé votre deck, on imagine que vous êtes un champion et que toutes les cartes que vous jouez vont être utiles et marquées. Donc du coup, c'est plutôt sympathique parce que ça vous fait un point qui est assez facile à réaliser. Alors c'est une carte qui réserve au Caradron, mais ça je pense qu'elle peut être jouée, hein, tout simplement. Ensuite, tir à la tête, ça c'est pas mal aussi. Marquez ceci immédiatement si un combattant ami obtient une touche critique avec une action d'attaque et une portée de 3 ou plus. C'est marqué immédiatement, ça vous savez, j'adore. Vous gagnez une pastille, c'est bien, et puis après, il suffit simplement de faire une touche critique, sachant que la plupart des tirs ont 3D, ça veut dire que vous avez une chance sur deux, à chaque fois que vous faites une action, de pouvoir marquer votre tir à la tête. Donc, à mon avis, une carte, un must-have, hein, tout simplement. Ça, c'est la carte à jouer dans tous les decks, je pense, Caradron. Collectez le butin, marquez ceci à une phase de fin si votre bande a mis hors de combat un leader ennemi. Donc là, c'est pareil, on revient sur ce que j'ai déjà dit. Est-ce qu'on a envie vraiment d'aller sur le côté j'ai envie de détruire l'adversaire? Ça me paraît un petit peu compliqué. Après, c'est quand même sympa parce que vous avez beaucoup de tirs, donc du coup l'adversaire il va avoir du mal. Après, si vous jouez contre un deck défensif, ça va être compliqué parce qu'il va rester au fond de cour chez lui, et puis même si vous avez de la portée, il va falloir bouger quand même pour pouvoir aller lui tirer dessus. Donc bon, mitigé, mitigé. Tir concentré, marquez ceci immédiatement dès que 3 combattants amis différents effectuent une action d'attaque d'une portée de 3 ou plus contre le même combattant ennemi à cette phase. Donc bien sûr, il faut qu'en face, l'adversaire ne meure pas suite à vos tirs. Donc comme vous mettez que un dommage, pourquoi pas. Après, 3 actions pour juste une carte. Le dessin en tout cas est bien représentatif, hein. C'est si vous jouez évidemment contre la bande à Molog ou Malog, ça peut être utile, mais sinon un petit peu moins sympathique. Alors c'est à nous désormais, marquez ceci à une phase de fin si au moins 2 combattants amis ne sont dans le territoire d'aucun des joueurs, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans la zone neutre entre les deux plateaux. Donc comme on revient dans la situation tout à l'heure, si vous avez vraiment les plateaux en quinconce comme ceci, avec une zone très faible, et que vous avez des combattants qui sont là justement pour s'opposer au passage, et bien du coup vous pouvez jouer cette carte-là, pourquoi pas. Alors ensuite, avis de promotion, marquez ceci immédiatement si votre bande met hors de combat un combattant ayant une caractéristique blessure de 4 ou plus. Alors, ça va dépendre de contre quelle bande vous jouez, hein, parce que vous pouvez très bien jouer contre des bandes qui n'ont tout simplement pas de combattants qui ont 4 ou plus blessures. Donc, c'est une carte que je ne jouerai pas tout le temps, voilà, tout simplement. Budget excédentaire, donc ça par contre c'est pas mal. Marquez ceci à une phase de fin si vous avez au moins 5 points de gloire inutilisés. 5 points de gloire c'est possible, si vous jouez pas beaucoup d'amélioration, vous jouez pas trop là-dessus. Et puis 2 points c'est quand même pas mal. Une carte à 2 points, ça paraît assez sympathique. Surtout que les points de gloire, vous avez pu les marquer de plusieurs façons différentes, hein, pas que sur les objectifs. Donc je pense que c'est une bonne carte, une carte qui mérite d'être jouée. Donc on est reparti cette fois-ci sur les cartes génériques, donc ça c'est la partie qui va intéresser le plus de monde, parce que quelle que soit votre faction, vous allez tout simplement pouvoir intégrer ces cartes. Alors, on a la sphère de noire poudre, choisissez une case, autre qu'une case bloquée, à 3 cases ou moins d'un combattant, donc n'importe lequel, ami bien sûr, puis effectuez une déviation 1 à partir de celle-ci. Jetez alors un dé d'attaque sur, une chance sur 2, tout combattant sur la case ou adjacent à celle-ci subit un dégât. Et ce qui est cool, c'est aussi le côté adjacent, parce que vous allez pouvoir faire vraiment une bonne grosse zone ciblée. Donc je pense que c'est une carte qui mérite d'être jouée. Dès que vous avez une bande qui veut justement détruire l'adversaire, qui veut mettre un petit peu de dommages, bah voilà. Après, on peut aussi l'imaginer pour vous exalter si vous êtes orc, hein, il y a toujours des moyens de se blesser. Voilà.
Donc ça, faites attention aussi parce que ça marche contre tout le monde, hein, donc voilà, à manier avec précaution. Changement opportun, choisissez un combattant ami ayant au moins une amélioration, défaussez une amélioration de ce combattant et appliquez à ce combattant une amélioration de votre main. Donc ça, j'avoue que c'est assez sympathique parce que du coup, ça peut vous permettre de modifier comme ça, de récupérer une amélioration, quelque chose qui peut ne plus être utile. Je sais pas encore trop comment le jouer, mais je pense que c'est une carte qui a beaucoup de potentiel parce qu'elle permet de tricker un petit peu. Donc voilà, plutôt une carte à suivre. Alors, tenir et tirer, donc ça par contre, ça va être très ciblé. Réaction, jouez ceci après l'action de mouvement d'un combattant ennemi dans le cadre d'une action de charge. Donc quand vous faites charger, choisissez un combattant ami adjacent et effectuez avec lui une action d'attaque ayant une portée de 3 ou plus. Celle-ci de viser le combattant ennemi qui ne peut pas être repoussé par cette action d'attaque. Donc tout simplement, vous vous faites charger. Si vous avez une arme qui a portée 3, vous pouvez simplement faire un tir de riposte. Voilà. Donc ça c'est très ciblé hein, sur les bandes. Ensuite, reflet changeant, ça c'est une carte qu'on a vue dans les previews. Choisissez un combattant ami et un combattant ennemi qui tiennent tous les deux un objectif. Invertissez les positions de ces combattants. Ça peut être assez tricky, par contre il faut que l'adversaire justement tienne en fait un objectif, ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les bandes, hein. On voit qu'il y a beaucoup de bandes qui jouent sur la poutre ou sur la défense statique sans pour autant vouloir chercher les objectifs. Par contre évidemment si vous avez... alors après ça peut faire des blagues aussi, hein, parce que vous pensez que l'adversaire s'est mis sur un objectif parce qu'il le veut, au final il l'a pas, il est juste là histoire de dire, et puis vous faites cette carte là en pensant l'avoir, et puis au final il vous révèle sa carte en disant bah tiens justement c'est le tien que je voulais, donc c'est génial. Bon bah voilà, c'est une carte assez marrante qui a pas mal été débattue déjà sur les forums, tout ça, hop. Alors, submerger, la première action d'attaque ayant une portée de 1 ou 2 a plus 1 dégât pour chaque combattant en soutien au-delà du premier. Donc ça, c'est une carte qui est beaucoup plus intéressante, parce que si vous jouez bien évidemment une bande très nombreuse, il y a moyen de monter très fort en dégâts, hein, parce que si vous avez 3 combattants en soutien, ce qui est possible, avec des bandes très nombreuses, du coup vous faites plus 3 dommages, ou même déjà plus 2 dommages, c'est déjà très fort, donc ça c'est une carte qui mérite aussi de garder votre attention. Alors, pénurie de magie, jusqu'à la fin de l'étape de pouvoir, seuls les jets critiques sont des réussites quand un combattant tente de lancer un sort. Donc ça, c'est pareil, il faut qu'il y ait un méta qui soit orienté beaucoup de sorts, sinon ça vous fait une carte morte tout simplement. Donc bon voilà, à voir. Ça va être un peu la même thématique jusqu'à la prochaine étape de pouvoir. Les sorts qui nécessitent canalisation ont à la place besoin de focalisation et vice versa. Donc ce qui peut être intéressant, c'est quand vous avez un sort qui est difficile à lancer, vous pouvez le rendre un peu plus facile, et inversement pour l'adversaire, sauf que le problème c'est que vous ne connaissez pas sa main. Donc ça se trouve, vous allez l'avantager parce que vous vous dites, bon bah tiens, je sens qu'il a envie de jouer quelque chose de facile, et puis c'est le contraire en fait, hein, il a un sort qui est difficile à placer, vous allez pouvoir l'aider, donc je ne sais pas, à voir. Ensuite, un petit sort assez facile à lancer pour tout le monde. Si ce sort est lancé, choisissez un combattant ennemi à 4 cases, il subit tout simplement un dégât, voilà. Donc voilà, une bonne petite carte. Échange empathique, manœuvre de sort. Si ce sort est lancé, choisissez un combattant ami adjacent au lanceur. Prenez jusqu'à 2 pions blessures de la carte de ce combattant et posez-les sur la carte de combattant du lanceur. Donc c'est assez intéressant justement avec les Sylvanettes. On verra encore une fois pourquoi. Je vous en parle beaucoup, mais vous avez qu'à voter pour les Sylvanettes, hein, comme ça on aurait commencé plus dans la logique. Sinon ça peut être pas mal justement pour protéger votre chef si lui doit aller vraiment au charbon. Je pense qu'il peut y avoir des petits pimpins derrière qui vont prendre les pains à sa place. Ça se trouve, ils peuvent les guérir. On peut imaginer comme ça une sorte de perso vraiment tanky qui a la capacité justement de régénérer les blessures et puis qui se met à côté genre, comme ça pour pomper un petit peu les blessures. Après, il y a quand même pas mal de restrictions, il faut être adjacent au lanceur, ce qui peut être assez compliqué. Alors, amnésie subite, alors ça c'est plutôt pas mal. Réaction, donc c'est un critique, c'est assez dur à lancer. Lancer ce sort après qu'un combattant ennemi a lancé un sort. Si amnésie subite est lancée, ce combattant ennemi subit un dégât et ne peut plus lancer de sort. Ce sort persiste jusqu'à ce que ce combattant soit mis hors de combat. Donc tout simplement, si vous réussissez, déjà vous mettez une petite bastos, c'est toujours pas mal. Et puis en plus, l'adversaire, il pourra plus lancer aucun sort. Donc c'est une carte à mon avis très puissante parce que là vous paralysez, si on a justement un adversaire qui a mis un petit peu tous ses œufs sur la magie, là c'est game breaker parce que du coup il ne va plus pour rien faire. Après il y a des cartes hein, qui peuvent permettre justement aussi de réussir automatiquement avec un critique, il y en a une donc voilà. Plutôt intéressant. Sceptre du néant, donc choisissez un effet persistant ou un sort qui affecte un combattant à 2 cases ou moins de ce combattant, cet effet ou ce sort se termine. Donc là voilà, c'est le contre-contre. Donc vous voyez les 2 cartes sont mises à côté en plus.
Donc, ah oui, tiens, j'en profite aussi, je trouve que les dessins, ça vous avez dû le remarquer aussi, sont beaucoup plus sympas que ce qu'on avait dans les précédentes versions. On a un peu plus de couleurs, c'est un petit peu plus sympathique. On se rapproche de cartes de jeux. Vous voyez, ici par exemple, ce qu'on peut avoir sur des jeux à la Magic par exemple, où le design commence à être vraiment un peu plus travaillé. Et moi, ça me fait un peu plus plaisir, parce que c'est vrai que le côté graphique, c'est assez important. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc, grimoire de soin. Action, choisissez ce combattant ou un combattant ami adjacent et retirez un pion blessure de sa carte de combattant. Voilà, c'est le perso tanky. Ça peut être pas mal. Surtout là, encore une fois, avec les idonettes. Non, pas du tout les idonettes, avec les sylvanettes, pardon. Donc voilà. Ça peut être sympa aussi quand même, parce que quoi qu'il arrive, si vous avez... Alors, ça, là, on est dans un paquet assez défensif. Si vous avez les 3 Stormcast qui sont côte à côte, et bien simplement, voilà, vous allez vous soigner à chaque fois d'un pour une action. Ça peut faire survivre et protéger un combattant. L'armure renforcée, ce combattant ne subit pas de dégâts de la part d'actions d'attaque ayant un dégât de 1, sauf si le résultat est une touche critique. Donc ce qui veut dire que dès que vous avez un petit pic, justement typiquement les Cardrons avec leur petit tir, ou les gobs, ou ce genre de combattants, voilà, ça, si vous jouez encore une fois à la bande homologue, ça va être super, hein, vous le mettez dessus, et puis si l'adversaire va compter sur le nombre, et bah, du coup, ça ne va pas marcher. Donc voilà, une carte qui mérite d'être réfléchie là aussi. Armure du paradoxe, avec un petit dessin assez sympathique. Lorsqu'il est la cible d'une action d'attaque, ce combattant compte les esquives et les boucliers comme des réussites, mais ne compte pas les critiques comme des réussites ou des réussites critiques. Ce qui veut dire qu'au final, ça va être utile si vous avez bouclier. Si vous avez bouclier, vous allez gagner en fait 2 faces sur le dé. Vous en perdez une, mais vous en gagnez 2. Par contre, évidemment, vous perdez la réussite critique, qui peut être assez sympa. Donc c'est à réfléchir. Je pense que ça a sa place quand même. Ça peut avoir sa place sur quelqu'un qui aurait 2 ou 3 dés de défense même, ce qui existe. Ça fait quand même beaucoup de réussite. Donc voilà, je pense que ça, encore une fois, ça se réfléchit. Masse de négation, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés du jet d'attaque si la cible est un sorcier. C'est une bonne arme. Si vous avez envie d'équiper un petit personnage très faible, c'est une bonne arme, tout simplement, parce que vous pouvez relancer vos attaques complètes. L'arme n'est pas détruite. Hein. Voilà, ténacité du chasseur. Après que ce combattant ait effectué une action d'attaque qui repousse un combattant ennemi adjacent, poussez ce combattant sur la case où se trouvait le combattant ennemi. Donc ça permet justement de scorer tout ce qui était prise d'objectif tenue par l'adversaire au début du tour, parce que souvent il manquait en fait ce petit mouvement. Là, l'avantage, c'est aussi que vous pouvez repousser l'adversaire dans une zone qui vous arrange, et puis toujours être au corps à corps. Donc ça, c'est une carte à mon avis qui va être jouée. Alors le marteau de mépris, donc si vous préférez assurer le coup et pas cibler uniquement les sorciers, contrairement à la masse de négation, eh bien vous avez le marteau de mépris, qui lui fait exactement la même chose, mais a une capacité recul 2. Donc recul 2, ça commence à envoyer très loin, hein, parce que ça veut dire que si votre attaque passe, l'adversaire est poussé de 3 cases. Et 3 cases, ça peut changer complètement la partie. Donc du coup, c'est une arme qui est assez intéressante. Hein. Pierre de futilité, si ce combattant se trouve sur un pion objectif dans le territoire d'un joueur, aucun combattant dans ce territoire ne compte comme tenant un objectif. Donc ça, c'est une carte, bien sûr, il faut la jouer au dernier moment, vous la jouez juste avant de scorer les objectifs, et ça peut complètement... si l'adversaire joue sur les objets, ça peut complètement mettre sa stratégie en l'air, donc une bonne carte de contre, très bonne carte de contre. Couronne d'avarice. Au cours d'une action d'attaque ou d'une manœuvre qui met ce combattant hors de combat, vous pouvez choisir un joueur adverse et lui voler un point de gloire inutilisé. Donc ça, c'est dissuasif, c'est très défensif. Après, le petit inconvénient, c'est que comme vous allez la jouer à un moment donné, vous ne pouvez pas la jouer en... Alors elle-même, c'est une réaction, mais elle-même, vous ne pouvez pas la jouer dans une réaction. Donc l'adversaire va savoir que vous avez cette carte-là avant d'attaquer. Donc il y a toujours moyen qu'il dépense tous ses points de gloire, si on est en début de partie. Donc, bon, je ne sais pas quoi penser de cette carte. Ça peut être joué, pourquoi pas, dans un deck à thématique je vole les points de victoire, pourquoi pas. Surtout qu'après, il y a des cartes où on peut récupérer les améliorations, etc. Donc, bon, pourquoi pas. Donc ça, c'est une carte aussi qui, je pense, a beaucoup de potentiel. Moi, je le vois très bien sur la Reine des Ronces. Après une action d'attaque de ce combattant qui est un succès, poussez-le de jusqu'à 2 cases. Parce que tout simplement, même si vous avez fait une charge, enfin, pas une charge, mais si vous avez fait...
si vous avez la distance pour pouvoir attaquer, vous allez pouvoir vous déplacer sans pour autant faire des charges. Et vous pouvez mettre aussi à distance d'un autre combattant que vous allez pouvoir blesser aussi. Je pense qu'il y a vraiment un gros potentiel, hein, si vous avez un gros perso qui va taper. Je pense que c'est une carte qui va vraiment vous intéresser. Alors ensuite, évidemment, je garde le meilleur pour la fin, c'est les cartes objectifs. 3 points de victoire pour marquer ceci à une phase de fin si un combattant ami a mis hors de combat au moins 3 combattants ennemis à la phase d'action précédente. Ça peut être compliqué, mais par contre le jeu en vaut la chandelle parce que vous avez 3 points de victoire. Après, il faut le faire sur des combattants qui peuvent cibler plusieurs combattants ennemis en un coup, évidemment. Bon. Après, c'est quand même plus jouable que la sorte de faucheuse, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle cette carte, mais où en une action, évidemment, vous allez faucher 3 personnages. Là, vous avez vos 4 phases d'action pour le faire. Après, il faut avoir de la portée quand même, hein, parce que l'adversaire ne va pas être gentiment à côté de vous, mais bon, pourquoi pas. Bien placé, ça peut bien scorer. Alors, suprématie tactique 2-5, donc ça c'est une carte qui manquait, la voilà. Commandant patient, marquez ceci à la 3e phase de fin, si vous avez eu la 2e activation à chaque round. Ça, je ne sais pas quoi en penser. Techniquement, si l'adversaire ne connaît pas votre deck, il va avoir envie souvent, peut-être pas au premier tour, mais au 2e et 3e tour, il va avoir envie de jouer avant vous. Donc, si vous-même vous avez le tour, en fait, l'idée c'est que, hormis au premier tour où c'est vraiment le hasard, parce que, et encore, est-ce que c'est pas une bonne carte? Parce que finalement, au premier tour, le gars... Enfin, en fait, le truc, c'est que moi, au premier tour, j'aime bien laisser l'adversaire venir. Donc, du coup, j'aime bien le laisser jouer. Par contre, après, évidemment, on peut avoir des adversaires qui veulent commencer quoi qu'il arrive. Je pense que c'est une carte qui peut se tenter. Alors, elle est un petit peu tributaire du hasard, mais 3 points de victoire, je pense que si vous ne savez pas quoi mettre et que vous avez envie de scorer gros, c'est une carte qui peut être jouée. Voilà. Alors, maître de l'anarchie, ça aussi on l'a vu avec un dessin qui est aussi sympathique. Marquez ceci immédiatement si vous avez utilisé à la même phase votre 3e action ou carte qui dévie. Donc si vous avez envie de jouer avec le hasard ou avec le fanatique, eh ben, tout simplement, pourquoi pas. Hein. Bon, après, ça reste que une petite carte, mais c'est une immédiatement. Et ça, par contre, ça a une très grosse valeur. Marquez ceci à une phase de fin si vous n'avez aucune carte pouvoir en main. Donc voilà, ça va dépendre du deck que vous jouez. Hop, marquez ceci immédiatement si un combattant ami met hors de combat un combattant ennemi qui se trouve au moins à 3 cases de lui. Ça c'est pas mal, ça c'est plutôt pas mal. Dès que vous avez du tir, il y a toujours moyen évidemment que la petite flèche, la dernière petite flèche fasse le taf. Donc comme c'est une carte aussi qu'on marque immédiatement, je pense qu'il faut la jouer. Hein. Marquez ceci immédiatement si un combattant ami effectue une action de mouvement à travers une case fatale qui le blesse, mais ne le met pas hors de combat. Donc ça, c'est aussi plutôt bien joué parce que, alors évidemment, on pense tout de suite aux orques hein, qui aiment bien se blesser. Là, pour les orques, c'est juste la panacée parce que vous avez votre point de victoire. Évidemment, vous avez envie de vous blesser et puis vous avez le côté aussi immédiatement. Donc je pense que c'est une carte qui a sa place. Hein. Alors après, évidemment, si vous jouez fantôme, hein, là, vous êtes un petit peu carotte, mais tant pis pour vous. Puis je dis ça pour moi, hein, parce que moi c'est une armée que j'affectionne particulièrement. Alors marquez ceci à une phase de fin si vous avez marqué au moins 2 autres cartes objectifs à cette phase. Donc voilà, ça peut se jouer. Là aussi avec encore une fois, vous voyez un beau travail sur les couleurs. Là c'est un peu moins le cas. Destin incertain, marquez ceci immédiatement si vous jetez au moins 3 dés pour un jet d'attaque ou de défense et qu'ils obtiennent des résultats tous différents. Bon, déjà, il faut pouvoir lancer les 3D, ce qui ne va pas être le cas tout le temps. Après, il faut des résultats différents. Statistiquement, ça peut se jouer. Voilà, si vous voulez encore une fois faire un deck basé 100% sur le hasard et que vous avez aussi une bonne capacité défensive, sinon je pense que cette carte n'a pas trop d'intérêt. Prendre son temps, marquez ceci à une phase de fin si vous avez au moins un combattant sur le champ de bataille et que votre bande n'a effectué aucune action d'attaque à la phase d'action précédente. Ça c'est très fort pour les decks défensifs. Je ne sais pas si les decks défensifs avaient besoin qu'on les booste encore autant, mais ça voilà c'est super fort. Évidemment vous n'allez pas attaquer, donc ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, sauf si bien sûr on rase votre bande, vous allez marquer cette carte d'objectif. Hein, et on sait que les cartes qui se marquent sans qu'il y ait besoin de réussir des jets de dés, c'est quand même assez fort. Et la dernière carte, guerrier polyvalent, marquez ceci à une phase de fin si le même combattant ami a effectué une action d'attaque d'une portée de 1 ou 2 et une action d'attaque d'une portée de 3 ou plus à la phase d'action précédente. Donc là aussi, c'est évidemment pour les Stormcast, hein, c'est là où c'est le mieux, pour Eagle Eye, enfin tout pour sa bande, parce qu'après, sinon ça veut dire qu'il faut que le même combattant ait à la fois une arme d'attaque de corps à corps à une arme d'attaque de tir, ce qui n'est pas le cas de toutes les bandes, même chez ceux qui tirent,
Donc bon voilà, après il n'y a pas besoin d'avoir une réussite, mais bon voilà, hop. Et puis voilà, on a fait le tour pour cette bande-là. Donc ce que j'en pense tout simplement, c'est qu'il faut jouer, hein. C'est vrai que c'est toujours un petit peu difficile. Ce paquet, par contre, je vous le cache pas, je pense qu'il est meilleur que le paquet Sylvanette. Moi, il y a des cartes là-dedans qui me parlent beaucoup plus que les cartes Sylvanette. Après, le style de jeu des Sylvanettes et les figurines aussi m'intéressent aussi. Donc voilà, tout simplement, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Voilà, le petit teasing. En attendant, évidemment, pensez à liker la vidéo, hein, ça permet de remonter et puis d'avoir plus de vues. Pour moi, ça me fait plaisir, plus de commentaires, évidemment, ça me fait plaisir aussi. Allez, à bientôt.